Bienvenue à ce jeudi au cours les rendez-vous de chaque semaine. On parle économie spécialement chaque jeudi sur ce plateau de kiosques commerciaux de votre fidélité. Et kiosque rapidement, je m'en vais vous donner les grands titres des journaux ce matin. Forum, titre plutôt que de donner l'impression d'avoir des agendas cachés, les partenaires de la RDC invités à favoriser le consensus. Le soir, Congolais, titre Affaire Sokoda, Jano Bombenga désavoue Mike Mounan. Autre sujet avec le nouvel observateur à Washington, les enjeux de la rencontre entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. La manchette titre RDC, Paris et Luanda font pression, Kinshasa s'éclipse ce matin. La percée revient sur la dépouille de Papa Olangi et titre décédé en Afrique du Sud pour cause de maladie. Les corps de Papa Joseph Olangi arrivent aujourd'hui vers 13h à Kinshasa. Standard News, conspiration à ciel ouvert contre la RDC, Kinshasa s'est dit prête à résister. Les baromètres écrit à sa une, l'ex-Mamayemo géré comme un bien sans maître. Je vais prendre le journal, je crois l'avant-dernier journal qui titre les corps des Papa Olangi, c'est jeudi à Kinshasa. Herman Cohen plaide pour l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, même information, verdict du 8 juin prochain. Bemba, libération ou prison, se demande la prospérité ce matin. Les miniers qui grondent, on va en parler avec Zoom-Eco à la une de ces sites d'information purement économique. Les miniers grondent, si les codes miniers n'est pas en leur faveur, ils attendent donc saisir la justice. La question économique était également au centre de la réplique du ministre du PT-NTIC, Okundinjovu, au Sénat, Okundinjovu, qui, pour les uns, a convaincu le sénateur, mais pour les autres, n'a pas été à la hauteur des questions posées par les sages de la Chambre haute du Parlement. Eric Tchikouma, il est de Zoomeco.net, il est avec nous ce matin. Eric, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Zoomeco, nous revenons ce matin sur la grande des miniers. Oui, nous avons titré ce matin, Kabouloulou reste de marbre, les géants miniers brandissent le plan B. Très bien. C'est-à-dire le G7, comme nous les appelons, le G7 minier brandit le plan B. Donc ils entendent maintenant exploiter un plan B au cas où leurs préoccupations formulées auprès du chef de l'État n'ont pas été prises en compte. Très bien, merci beaucoup. Je vais revenir à vous sur cette question. Ça sera d'ailleurs le tout premier de l'émission. Gabi Kouba, bonjour. Bienvenue. Votre dernier passage ici m'a valu beaucoup d'appels. Des gens de Sankourou qui m'ont appelé pour me dire, monsieur, ce que monsieur Gabi a dit était vrai. Il y a même quelqu'un qui s'est présenté comme quoi les frères du gouverneur pour demander les droits de réponse. Je dis, monsieur, le gouvernorat a quand même un service de presse et communication. S'ils ont des gens, ils n'ont qu'à envoyer avec une lettre dûment motivée. Merci beaucoup pour cette observation. Vous avez reçu les appels parce que l'émission vous appartient, mais moi-même j'ai été interpellé maintes fois. Je ne sais pas si ce sont les proches du gouverneur ou bien les ressortissants du Sankourou à propos de l'émission que nous avions animée ici la semaine passée. Et le bureau de représentation provinciale, c'est juste ici, à quelques mètres sous l'avenue Kassavoubou, à l'immeuble qui abritait Congo-Chine Télécom. Donc nous sommes ouverts à toutes les contradictions. Donc, mais qu'à cela ne tienne, j'ai apporté quand même quelques éléments parce que je n'affirme rien. Vous savez que moi, quand je parle des questions économiques, je viens toujours avec des papiers, des documents à l'appui. Et le dernier ministre qui est passé au Sankourou, c'était le ministre Bongongo, le ministre d'État à la fonction publique. Il a fait le même constat. Et aujourd'hui, d'après les informations qui nous sont parvenues, le gouverneur a pris un crédit auprès de la Raobank pour la construction d'un guest house. C'était 150 000 $ américains. La province a continué à payer. Le guest house n'a jamais été construit. Autre fait également. Un peu comme Makila, voilà, fait chez nous aussi. Voilà, vous savez qu'au Sud-Oubangi également, on a connu les mêmes problèmes. Des millions, des millions. On va aussi parler de la situation au Bas-Congo. Non seulement ça, et quand le gouverneur ou les proches du gouverneur vous ont interpellé, ils ont dit que les routes ont été construites. C'est faux et archi faux parce que la route numéro 7, c'est de la compétence du gouvernement central. Donc quand vous prenez la route Dibélé, Lodja, Lomela, qui va jusqu'à la province de la Tuapa, à Ikela, c'est une entreprise privée qui a gagné le marché. Je crois que c'est l'entreprise Equila, si je ne me trompe pas, donc Equitela, qui a gagné ce marché et qui a réhabilité cette route.
c'est un cantonnage manuel, ce n'est pas le gouverneur qui a fait. La construction de l'aérodrome à 7 km de la ville de Lusambo, la chaussée d'ailleurs est impraticable, le gouverneur n'a jamais entrepris quoi que ce soit. J'ai parlé également du groupe électrogène, les deux groupes sont tombés en panne, le gouverneur n'a jamais réparé ce groupe, et d'ailleurs ce n'était même pas des groupes qui appartenaient au gouvernement provincial, ce sont des groupes qui appartenaient aux particuliers et le gouverneur les louait. La preuve est qu'il est allé acheter un autre groupe en Bujimaï qui n'a jamais fonctionné jusqu'à ce jour à cause des problèmes de carburant et puis les routes étant impraticables, on ne l'a jamais acheminé. Et aujourd'hui, on m'apprend la semaine passée, quand je parlais ici de plusieurs mois d'arriéré d'un paiement, les gens nous ont contredit, mais c'est le jeudi qu'il a payé après l'émission, parce que l'émission c'était le mardi et c'est le jeudi qu'il a payé un mois. Et ces ministres, parmi les ministres frondeurs, c'est comme ça que je peux les appeler, entre guillemets, leur avocat qui est aussi membre de la CCI, maître Armand Lukaké, a adressé une mise en demeure au gouverneur de la province, parce que pour les indemnités de sortie, les documents sont là, vous avez des millions de francs congolais, et conformément à la loi sur la libre administration de province, ce n'est pas la volonté du gouverneur qui tombe, c'est la loi qui doit être respectée. Donc les membres du gouvernement sortant devraient toucher l'équivalent de 6 mois des indemnités de sortie, ce qui n'a jamais été fait. Ces ministres sont clochardiser et vous avez sur la liste, sur les documents que j'ai ici, tous les ministres qui sont aujourd'hui... Je pense que, Eric, c'est pas simplement un problème particulier lié au Sankourou, hein. Il est complexe. Au nord Ubangi, chez mes oncles, c'est la même chose. Au sud Ubangi, c'est la même chose. Où le ministre, où aujourd'hui l'actuel ministre s'est même permis de commencer à couper l'argent à la source ici à partir de Kinshasa avant que l'argent de la province n'aille en province. Regardez, c'est un peu ça, au sud Ubangi. Justement, c'est pour dire que ce n'est pas seulement le sud Ubangi ou alors les Sankourou. C'est une situation qui est presque générale à travers le pays, simplement parce que il y a pas une certaine rigueur dans le suivi du fonctionnement des provinces. C'est ça en fait le gouverneur aujourd'hui, quand bien même ils sont là à pleurnicher que voilà, on ne paye pas la rétrocession, ils étaient lundi passé chez le Premier ministre pour exiger en fait le 6 mois d'arriéré de l'année 2017, hein, pas de l'année 2018, de l'année 2017, qui n'ont pas été payés. Donc le gouvernement, quand bien même il connaît des difficultés financières pour pouvoir liquider cet argent du coup, je pense qu'ils trouveront un mécanisme. Mais qu'à cela ne tienne, le gouverneur de province ne doivent pas se permettre de profiter en fait de la décentralisation financière pour faire n'importe quoi avec l'argent de l'État. C'est ça en fait le rôle des assemblées provinciales, des organes délibérants, pour pouvoir contrôler. Mais ces organes délibérants ne travaillent pas. Regardez au Congo central, le ministre Mouv arrive, qu'est-ce qu'il fait? Premier acte, c'est de suspendre l'Assemblée. Comment on peut suspendre une Assemblée qui est censée contrôler le gouverneur? Maintenant, pendant que le gouverneur travaille, qui sera, il va répondre devant quel organe? Regardez, ça devient comme une sorte de marché. Ce gouverneur, je ne le confirme pas, il vient avec le ministre de l'Intérieur, ils se mettent d'accord, bon, vous suspendez l'Assemblée, moi je commence à vous rétrocéder un peu d'argent. Tous les ministres du gouvernement central en charge de la en charge de l'Intérieur ont souvent péché, ont souvent été larges par rapport à cette question des assemblées provinciales. Et ça frise, en fait, il y a de quoi s'interroger. Pourquoi ils prennent de telles décisions alors qu'ils doivent renforcer ces organes délibérants, voilà, de sorte que ces organes puissent contrôler de manière assidue et à défaut sanctionner même les dirigeants qui se seraient méconduits. Malheureusement, c'est pas ce que nous vivons. Il y a une certaine léthargie, on ne sait pas pourquoi. Merci. Malgré le fait que c'est dénoncé par le député national, c'est dénoncé par la société civile, mais nous ne comprenons pas pourquoi cela continue jusqu'à ce jour. J'espère que l'actuel ministre Henri Mova-Sakani peut s'organiser. C'est quand même une éminence grise, c'est un intellectuel, c'est un professeur d'université. Je pense que il a l'obligation, au-delà de sa casquette politique, de protéger le membre de sa famille politique, la majorité présidentielle, mais il a l'obligation
de pouvoir sanctionner et renforcer les organes qui doivent contrôler l'exécutif ou les exécutifs provinciaux. Tout ce que vous décriez ici, sur ce plateau, la gestion de nos provinces, on a plus l'attention ici sur Kabila, sur l'accord, mais on ne voit pas comment l'arrière-pays est géré. Mais l'arrière-pays est géré de la manière où ça s'est fait sans que les assemblées provinciales puissent jouer réellement leur rôle. Si elles veulent jouer leur rôle, c'est le gouvernement national qui intervient pour suspendre. On a vu ça au Congo central. Oui, merci beaucoup pour cette pertinente question. Les provinces sont à l'image du gouvernement central. Comment fonctionne le gouvernement central pour que les provinces marchent? Revenons sur cette affaire de Jacques Mbadou. Un découvert bancaire à la Rabobank, 2 500 000 $ américains pour achever les travaux de construction du stade Lumumba à Matadi. Et lorsque vous regardez, il n'y a jamais eu appel d'offres en ce qui concerne l'achat, par exemple, de la pelouse, conformément à la loi sur la passation des marchés. Or, aujourd'hui, la pelouse synthétique, voilà, la pelouse synthétique, 300 000 $ pour un stade comme Matadi. Alors, surévaluation de la part du gouverneur. Et Pouila, le député Pouila, Fabrice Pouila, à l'époque, était le premier à tirer la sonnette d'alarme sur la gestion de la province par le gouverneur Jacques Mbadou. Ça, c'est le régime. Tout ce que vous avez décrié, nous avions décrié ici, au Sud-Ubangi, Tanganyika, Sankuru. Mais c'est le même exemple, c'est la même expérience qui se duplique partout à travers les provinces. Et le monsieur, les proches de Mbadou qu'on a transféré ici à Kinshasa, qui a été jugé et condamné, a avoué que il y a eu une commission d'enquête. D'ailleurs, le rapport est déjà disponible. Il y a eu une commission d'enquête avec le député national, les députés nationaux. Il y a eu une commission d'enquête avec les députés provinciaux. Il y a eu aussi d'autres services de l'État. Le rapport est disponible et c'est prouvé noir sur blanc que la gestion de cet argent n'a pas été affectée à la construction du stade. La preuve est que la plupart des agents du gouvernement provincial du Bas-Congo sont impayés depuis 14 mois. Qu'est-ce qui peut justifier cet impaiement? Au Bas-Congo, c'est aussi dû à la chute des matières premières. Parce Merci beaucoup. Voilà. L'argument le plus éloquent, c'est toujours la chute des matières. Mais qu'est-ce qui justifie l'impaiement des 14 mois des agents de l'État qui sont commis au service de la province du Congo central? Et dans tout ça, la responsabilité, où est la responsabilité du procureur général de la République qui doit se saisir? Nous le répétons toujours sur ce plateau. Le procureur général de la République a cette obligation de se saisir de ces cas qui sont dénoncés par-ci par-là à travers la République pour pouvoir ouvrir des enquêtes et même sanctionner. Allez, on va pas dire en justice ceux qui s'expriment. Un mot, mais voici une contradiction, parce que Eric a parlé du ministre de l'Intérieur, Mova, qui suspend l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale du Bas-Congo pour initier une commission d'enquête. Mais cette commission d'enquête n'a jamais été constituée, elle n'a jamais été initiée, quand bien même qu'elle était initiée dans cette hypothèse. Savez-vous une commission d'enquête qui avait produit des résultats? Ici, pour un cas de détournement, tous les rapports de l'inspection générale des finances, c'est toujours noir. Le rapport des assemblées ou des assemblées provinciales ou encore du Parlement national, les rapports de la Cour des comptes. Où avez-vous constaté une gestion orthodoxe de la gestion de la chose publique? On va réfléchir sur ces rapports. Il peut y avoir de cas de gestion orthodoxe à encourager, mais ce n'est pas non plus tout. Non, je parle des rapports. Là aussi, c'est là qu'intervient aussi la responsabilité du PGR. Donc, il doit aider le peuple congolais à voir clair dans des dossiers, des détournements, de mégestion, de corruption, des détournements des deniers publics. C'est très important. À celui qui croit que les journalistes se réunissent le soir dans un bistrot pour insulter les gens, nous, on n'insulte personne, ce n'est pas notre rôle. Mais notre rôle, quand vous gérez la chose publique, nous devons avoir un droit de regard sur la manière dont la chose publique est gérée et on ne va pas vous laisser tranquille parce que vous avez accepté d'assumer les fonctions publiques. Gabi Kouba et Eric Toukouma, sur ce plateau de Jeudi Eco, on va tout à l'heure parler d'un rapport qui reste en souffrance, les rapports Mayobo. Voilà. Les rapports d'Angwele Lutundula. sur la fibre optique, parce qu'elle est télécom, on en parle tout à l'heure. Lutundula. Plusieurs millions de dollars engloutis à l'OCPT avec cette question de la fibre optique. D'abord, on ouvre les balles pour ce Jeudi Eco, Eric Toukouma, avec ses miniers, les G7 miniers, et qui grondent les règlements miniers, pas en leur faveur, ils vont saisir la justice, mais Kabolilou campe sur sa position.
Oui, c'est tout à fait normal. Le ministre de Mines a campé sur sa position, laquelle, c'est-à-dire que le code minier, disons le règlement minier en élaboration, ne peut pas aller à l'encontre du code minier. Très bien. Ne peut pas s'opposer au code minier, aux dispositions pertinentes du code minier, lequel code a déjà été promulgué par le chef de l'État. Et là, ils sont en phase d'élaboration du règlement minier qui est l'ensemble de mesures d'application du code minier. Alors ça, c'est une position ferme que le gouvernement, dès l'ouverture de travaux d'élaboration du règlement minier, avait déjà donné aux opérateurs miniers, notamment le membre du G7 minier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au fil de l'évolution de travaux, les opérateurs miniers membres du G7 ont constaté que le ministre de Mines, Martin Kaboueloulou, a brillé par un manque d'ouverture pour aborder les préoccupations pour lesquelles ils sont allés voir le chef de l'État le 7 mars 2018, disons 2 jours avant la promulgation du code minier. Malgré les appels de pied qu'ils ont lancés plusieurs fois au ministre, ils lui ont adressé 13 lettres, je précise bien 13, 1, 2, 3, 10, 13 lettres, auxquelles le ministre ni le membre de son cabinet n'ont répondu. Et ça, il se réfère à l'engagement que le chef de l'État a pris en présence du ministre de Mines le 7 mars et les opérateurs miniers membres du G7 lors de la rencontre, où le chef de l'État a instruit de manière formelle le ministre de Mines à ouvrir des discussions, des concertations avec les G7 miniers afin de pouvoir voir comment prendre en compte leurs revendications. Alors, le G7 minier, dans leur déclaration, ils reconnaissent que dans le cadre actuel, le règlement minier ne peut pas prendre en compte leurs préoccupations, mais voilà, ils exigent autre chose, c'est-à-dire la concertation que le chef de l'État leur avait promise avec le ministre de Mines, que le ministre de Mines n'a pas daigné la leur accorder jusqu'à preuve du contraire. C'est là maintenant que se pose le problème, ils se fâchent, ils disent, vu que le ministre ne veut pas ouvrir le dialogue, il reste de marbre, c'est-à-dire il campe sur sa position. Alors eux ils disent, tant que le ministre n'aura pas ouvert ses travaux et que le deadline approche, parce que le règlement minier, conformément au code minier, doit normalement entrer en vigueur 90 jours après la promulgation. Et le 90 jours, ça tombe le 8 juin. Le 8 juin. Les jours du et le 8 juin, Jean-Pierre Bemba. Effectivement, le 8 juin, c'est dans quelques jours. Nous sommes déjà le 31 aujourd'hui, c'est dans une semaine pratiquement. Jusqu'à preuve du contraire, leurs considérations, leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte. C'est pourquoi ils disent, tant que ces préoccupations ne seraient pas résolues, nous allons saisir la justice, et même la justice internationale pour pouvoir faire valoir leur... Admettons que Kaboueloulou avait ouvert ces négociations. Vous pensez que ces négociations devraient avoir quel impact dans les règlements miniers, à quelle hauteur qui influencerait le code minier qui est déjà adopté? Est-ce que ce n'était pas fait pour endormir les G7 miniers quand le chef de l'État disait on verra ça au cas par cas? Mais mon frère Serge, nous l'avions dit ici sur ce même plateau, que en réalité le patron des entreprises minières multinationales qui ont rencontré le chef de l'État avait été berné. Voilà. Ça, il faut le dire. Et ils ont l'obligation de le reconnaître. Voilà. Le jour où ils ont rencontré le chef de l'État, le fait qu'ils aient accepté d'aller aborder la question au niveau des travaux du règlement intérieur, du règlement minier, c'était déjà un échec. Parce que le ministre de Mines leur a ramené dans ces cadres-là. Voilà. Alors qu'eux voudraient avoir une concertation en bilatéral parce qu'ils reconnaissent que le code minier ne peut pas, le règlement minier ne peut pas prendre en compte leurs préoccupations. Alors c'est pourquoi ils veulent une concertation en bilatérale afin de voir. Mais revenons maintenant dans la réalité de fait.
nous l'avions dit ici, moi je ne vois pas comment est-ce que le règlement minier peut résoudre leurs préoccupations. J'ai même fait plusieurs articles là-dessus. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi j'estime que les deux parties devraient ne fût-ce que se rencontrer. Le ministre de Mines devrait ne fût-ce que ouvrir cette concertation et se mettre à leur écoute, parce qu'ils lui ont même fait une proposition. Ils disent, par rapport à la stabilité, regardez ce que nous proposons. Par rapport à la fiscalité minière, regardez ce que nous proposons. Et ils estiment que leur proposition tient compte aux intérêts de deux parties. Voilà. Alors, vu que le code minier a déjà été promulgué, que le règlement minier a une instance de promulgation, le gouvernement devrait prendre le courage d'assumer sa position et dire aux miniers, par exemple, que voilà, laissez ces codes miniers, ces règlements miniers entrer en vigueur, et nous allons revenir peut-être l'année prochaine pour aller au Parlement avec la loi et pouvoir intégrer vos préoccupations. Plutôt que de faire un blocage, qu'il n'y ait pas de discussion entre deux parties. Ça, c'est que j'estime que le gouvernement a peut-être péché. Il faut d'abord à combien de les recevoir. Justement, mais justement, parce que eux, maintenant, ils disent que le ministre de Mines a foulé au pied l'instruction du chef de l'État. Je ne vois pas Kaboué Loulou, qui semble-t-il très fidèle au président de la République. Mais lorsque le chef de l'État lui dit, Monsieur Kaboué Loulou, allez rencontrer le minier, discuter avec eux au cas par cas. Est-ce que c'est pas un jeu entre et que cela ne soit pas fait? Est-ce que c'est pas un jeu entre les présidents? Qu'est-ce que le minier vont dire? Parce que c'est ce qu'ils ont peut-être c'est une manière pour le président de la République de dire, bon, Kaboué Loulou, je fais ça, toi tu fais ça. C'est un jeu. De toute façon, c'est des grands messieurs. Ils ont investi beaucoup d'argent dans ce pays. Ce n'est pas que nous faisons leur porte-parole. Moi, je suis de ceux qui ont défendu ici le code minier. C'est la meilleure des choses que le chef de l'État, Joseph Kabila, avec son gouvernement, ont donné au peuple congolais. Je suis pour. Mais simplement, je n'admets pas le fait que le gouvernement n'ait pas permis aux opérateurs miniers, malgré les engagements pris entre le chef de l'État et l'opérateur minier, d'ouvrir les concertations pour ne fût-ce qu'aborder, se mettre à l'écoute. Ne fût-ce que des concertations, pour des simples concertations. Ils ont fait des propositions qu'ils estiment pertinentes, ne fût-ce que les écouter. Merci beaucoup. Gabi Kouba, les codes miniers, les règlements miniers, on a commencé ces débats avec vous sur ce plateau. Vous vous rappelez? Quand nous disions que la société civile qui s'occupe de la matière. Oui. Vous avez, comment on dit, la FEC du secteur n'était pas d'accord avec le rapport. Oui. Regardez, maintenant nous sommes Je l'avais dit à l'époque, mais c'est parce que vous n'avez jamais, nul n'est prophète chez lui. Si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait dit, bon, on allait accepter, mais c'est parce que ce sont des Congolais qui l'ont dit. On est maintes fois revenu sur cette question. Le gouvernement était très séduit par l'envolée des cours de métaux sur les marchés international, l'envolée du cobalt, mais c'est tout à fait normal parce que la loi, il ne peut pas y avoir des statu quo. Le code minier de 2002 avait prévu sa propre révision 10 ans après. Dès lors qu'on était déjà au-delà de 10 ans, le gouvernement avait le plein droit de réviser les codes miniers. Mais le problème, ce n'est pas une simple révision. Quand il y a aussi des prix de matière pour les marchés, sur les marchés internationaux, vous dites, bon, on révise les codes pour qu'on gagne. Vous pouvez beau donner des sabots en or à une vache, il ne gagnera jamais la course face à un cheval. C'est ça notre façon de gérer la République. Regardez seulement le nombre des entreprises et des fours installés par les Népalais, les Indo-Pakistanais, les Chinois, les Coréens, dans l'axe qui va de Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kambove, Kasenga. Qui contrôle quoi dans cette partie? Ce sont des millions que l'État paie. Regardez la saga dans l'Est du pays, l'exploitation artisanale. On ne contrôle presque rien. Tout ça sont des millions. Ça, ce n'est pas. Voilà. Chinois, je suis revenu sur une investigation assez fouillée ici, en ce qui concerne l'exploitation aurifère à Kisangani avec les Chinois à l'époque. Ce n'était pas la faute du code minier. C'est vrai qu'il fallait équilibrer certains contrats entre les multinationales et le gouvernement de la République. C'est une très bonne chose. Mais maintenant, le code minier, vous avez posé une question pertinente. Est-ce que le règlement minier peut aller au-delà? Le règlement minier, c'est quoi? C'est un document annexe qui doit accompagner les mesures d'accompagnement qui doivent en tout cas être appliquées à côté du code minier. Oh, le code minier, voilà. Le code minier, c'est la volonté du peuple congolais à travers l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que le règlement minier peut changer dès lors que l'Assemblée nationale a déjà, le Parlement disons, a déjà adopté ces codes, le président de la République a promulgué. Mais
Ça, c'est la politique de l'autruche. Ça ne sert à rien de dire aux multinationales que les règlements miniers trouvera des solutions à leurs préoccupations. Mais il fallait écouter les miniers aussi. Vous pouvez dire aujourd'hui, j'ai vu par exemple dans la proposition qui inscrivait le cobalt comme un minerai stratégique. Mais ça veut dire quoi aujourd'hui? Ah oui, c'est parce que les gens disent, bon, on a des batteries fabriquées avec le cobalt congolais. Tout ça c'est beau. Jadis, les gens parlaient de l'uranium ici comme un minerai stratégique. Et vous savez que c'était strictement interdit de parler même de l'uranium. Qui relève jusqu'à ce jour de la compétence exclusive du président de la République. Avez-vous aujourd'hui les investisseurs qui viennent dans les secteurs de l'uranium dès lors que les centrales... Areva exploite l'uranium là? Non, Areva n'exploite pas encore. Areva a adressé la lettre d'intention au gouvernement à l'époque, lorsque Sarkozy avait séjourné avec Anne Lauvergeon à l'époque, qui était la patronne de cette entreprise en 2009 au Congo. Mais aujourd'hui, l'uranium, les centrales d'abord nucléaires sont en train d'être fermées un peu partout à cause grâce à l'arrivée des énergies alternatives. Et lorsque vous regardez, pour exploiter par exemple une tonne d'uranium, il faudra dépenser près de 300 $ américains pour une tonne et une quantité énorme d'uranite. Cela veut dire quoi? Quand vous exploitez, vous dépensez 300 $ pour une tonne et que sur les marchés, il n'y a pas de rentabilité, la tonne, vous allez la vendre à moins de 300 $. Donc ce n'est pas rentable. Aujourd'hui, la mine de Chinkolobwe à Campové a été fermée depuis des années et ce sont des simples spéculateurs qui circulent un peu partout. Alors, les gens, nous avions dit uranium. Vous en faites quoi aujourd'hui? Parce que les armes nucléaires, il n'y a que quelques pays, donc moins d'une dizaine, qui en disposent. Oh, quel est l'intérêt aujourd'hui pour l'exploitation de l'uranium? On inscrit aujourd'hui le cobalt comme un minerai stratégique. Mais le minerai stratégique, les scientifiques ont toujours des alternatives. L'esprit de l'innovation est inarrêtable. Il y a même une autre batterie qui vient d'être fabriquée, non avec le cobalt, mais avec une autre matière première. Est-ce que demain, si jamais les entreprises ou les multinationales s'éruaient vers cette matière première, notre cobalt aurait encore cette valeur qu'on lui prête aujourd'hui? Ça ne suffit pas seulement de disposer des ressources naturelles, il faut savoir l'exploiter. Et l'attention a été braquée. Eric l'a dit, les gens croyaient que depuis l'arrivée des Américains, rachetés par les Chinois avec Tenke Fungurume, le plus grand investissement, c'était Tenke Fungurume avec 3 milliards $. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce sont des Canadiens d'Ivanoué qui prévoient d'investir 9 milliards $, pour l'exploitation des mines de Kakula, pour l'exploitation de la mine de Kamoa et pour l'exploitation de la mine de Kanchuka. Et c'est la plus grande découverte de la décennie et du siècle qui a même reçu le prix le prix de la prospection et de l'exploitation minière. Or, aujourd'hui, avec les multinationales, sur les 9 milliards, si nous sommes organisés, si nous sommes réellement des chevaux si nous sommes réellement des chevaux, et ces chevaux-là qui doivent remporter la course sur les 9 milliards, posez la question aujourd'hui au ministère des Mines, au ministère de l'Économie, à l'ensemble du gouvernement en général, parce qu'un investissement comme celui-là ne peut pas passer inaperçu. Le 9 milliards projeté par les Canadiens d'Ivanoué Mines, combien d'argent restera en RDC? C'est ça la question. Donc vous pouvez réviser votre code. Je voudrais que nous puissions prendre l'aspect de Tchoukouma, le confrère tout à l'heure. Et le gouvernement devrait plutôt développer un discours de sincérité. Quand les chefs de l'État reçoivent des miniers, il leur dit, écoutez, on va traiter au cas par cas, sachant déjà que les règlements miniers n'allaient pas contredire les codes miniers. Est-ce que c'était un discours sincère? Ce n'était pas sincère. Mais là, quand il demande à Kabolulu de recevoir les miniers, c'est de les recevoir pour les recevoir, et ça a une incidence sur le règlement minier. Mais d'abord que les papillons n'oublient pas qu'avant de voler, il était d'abord une chenille qui rampait. Bon. Nous l'avions déjà dit au départ que ce n'était pas la voie. Qu'est-ce que Kabolulu va faire qu'est-ce que Kabolulu va faire au-delà du Parlement? Parce que le président de la République lui-même a promulgué les codes. C'est la volonté
de la nation, c'est la volonté de l'Assemblée nationale, c'est la volonté du peuple congolais à travers ses élus, même si ce sont des produits avariés dont le mandat a déjà expiré depuis longtemps. Mais jusque-là, le principe est de, voilà, comme on n'a pas encore un nouveau parlement, on accepte. C'est un parlement, oui, c'est un parlement de fait. Bon, les institutions de la République, je vous les conseille, selon la Cour, restent en place indéfiniment. Bon, on accepte. Mais quand Kabila dit, bon, ça sera négocié au cas par cas, et il renvoie la balle au ministre Kabelulu. Mais le pauvre ministre Kabelulu, j'ai pitié de lui. Il va endosser une lourde responsabilité. Il va porter la croix, mais il n'a pas de réponse réelle à donner. D'ailleurs, à l'ouverture des travaux sur les règlements miniers, lui-même, Kabelulu le répétait, il disait que les règlements miniers devraient respecter strictement le code minier. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Voilà. De la sortie de la rencontre du 7, le ministre Kabelulu l'avait dit. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui pour garantir les investisseurs? Mais maintenant, évitons des problèmes. Parce que mieux vaut un arrangement à l'amiable qu'un bon procès, comme on l'a dit. Il y a des multinationales. Les G7, par exemple, les plus grands producteurs qui brandissent la menace de la justice internationale. Mais aujourd'hui, si on arrêtait, vous avez deux compagnies, par exemple, je ne parle pas d'une autre compagnie qui est sur le régime de la Convention, celle qui est dans le régime du Code minier. Et les autres, si tous allaient en guerre contre le gouvernement et qu'on suspendait les activités et qu'on arrêtait l'exploitation minière et qu'on se retrouvait dans les arbitrages internationaux, que gagnerait la République? Merci beaucoup, Gabi Kouba. On va se limiter là pour aujourd'hui. Je voudrais Eric, apporter est-ce une précision. que les miniers, les G7 miniers là, vont porter plainte parce qu'ils n'ont pas été reçus par les ministres sur recommandation du chef de l'État? Eh bien, ils vont porter plainte parce que dans les règlements ou dans les codes miniers, il y a des dispositions qui énervent. Non, le problème pour eux, c'est d'abord la clause de stabilité. Voilà. Parce que c'est un droit acquis, d'après eux. Parce que le code de 2002 prévoyait, en cas de révision, les dispositions qui étaient, notamment la clause de stabilité et tout ça, la durée de la clause de stabilité, devrait faire en sorte que certaines dispositions entrent en vigueur 10 ans après. C'est-à-dire, comme il y a eu révision en 2018, c'est en 2028 que, par exemple, la fiscalité minière allait changer, tout ça. Mais non, le gouvernement a anticipé parce que la durée de révision avait déjà dépassé. Voilà. Depuis 2002, c'est depuis 2012 normalement, voilà. 10 ans après que la révision minière a été ici, on gagne un peu là-bas. Voilà, donc le gouvernement a estimé que il fallait toucher ces dispositions parce que le délai avait largement dépassé et que la plupart de projets miniers avaient déjà atteint leur maturité. Merci beaucoup. Ils étaient déjà rentables. Alors, je reviens par rapport à ce que disait tout à l'heure Gabi Kouba. Je pense que ce que le minier réclame, ce n'est pas les discussions dans le cadre de l'élaboration du règlement minier. Et le chef de l'État avait même précisé, d'après le rapport de Minier, et même le ministre Kabelulu lui-même, que le dossier des miniers allait être discuté au cas par cas. Et le cas par cas devrait... Mais ça frise la corruption. S'il vous plaît. Ça frise la corruption. La démarche, c'est quoi? Et j'essaie un peu de bien me faire comprendre. La démarche consistait, d'après les opérateurs miniers, de se concerter avec le ministre de Mines, que le ministre de Mines se mette à leur écoute, qu'il écoute leurs propositions face à face, en bilatéral, et que le gouvernement étudie dans quelle mesure ces propositions peuvent être prises en compte. Non pas dans le cadre du règlement minier actuel, non pas dans le cadre du code minier actuel. Un cadre extra-légal. Non, pas extra-légal. C'est-à-dire que le gouvernement, je l'ai dit ici, le gouvernement pouvait aussi utiliser la franchise, recourir à la franchise pour dire aux miniers, par exemple, que nous acceptons vos propositions ou pour ça, nous allons faire X, Y chose, mais dans une année ou dans 2 ans. Merci beaucoup. C'est une manière de parler, c'est une manière d'apaiser les autres parce que le code minier, pour l'instant, ne peut pas être violé. Très bien. Soit qu'ils violent le code minier, ils acceptent de violer le code minier, soit qu'ils acceptent
l'un d'aller rester en justice et l'autre de répondre en justice et puis voir comment ça va se terminer. Juste un point sur cette question, que le ministre Kabilou soit aussi un homme ouvert. Il n'est pas normal que vos partenaires vous adressent autant de lettres sans réponse. Ils ont parlé de 13 lettres au total. Soyez un peu comme... Oui. Attention, le ministre n'est pas que ministre, il est apôtre, il a une église. Oui. De deux, il doit aussi s'occuper des conflits au Palou. Vous l'avez vu, il est déguisé là comme ça. Il a aussi des dossiers dont il n'a pas que... Non, mais s'il estime que les Palous ou l'église sont plus importants que le ministère, bon, mais qui cède la place à quelqu'un d'autre. Lui n'a pas un vice-ministre. Voilà. Il n'a pas de vice-ministre. Le vice-ministre a existé à l'époque des Kassongo Chomari. Bon, dès lors, c'est lui-même qui est le seul maître à bord. Très bien. Alors, on peut parler maintenant de télécom. Hein. C'est un autre secteur maintenant qui regorge beaucoup de moyens. Aujourd'hui, le problème, c'est la suppression du monopole. Vous avez suivi les débats à l'Assemblée, la nouvelle loi, la loi de 2002, on veut la supprimer. Beaucoup de questions adressées à Okunji. Il faut libéraliser, mais pas un libéralisme sauvage. Aujourd'hui, l'opérateur public, c'est lui qui détient les monopoles, mais il devient aussi commercial parce qu'il vend aussi des licences aux autres opérateurs qui viennent dans les secteurs. Mais il y a quand même aussi un problème lié à notre souveraineté. Hein. Comment passer un tel marché à des tierces qui ne vont peut-être pas nous sécuriser demain. Ça, c'est une question. Jusqu'où moi, j'ai toujours prôné l'initiative privée. Je constate que l'initiative privée apporte plus. La concurrence est une bonne chose, mais il faut voir aussi la question de souveraineté, la question de sécurité. Et vous l'abordez pertinemment. C'est pas un argument d'autorité, ça. La question des télécoms n'est pas seulement qu'une question économique, c'est aussi une question de souveraineté et une question de sécurité nationale. Or, la loi actuelle, telle qu'elle a été conçue sur les télécoms, la loi programme déjà la mort de l'État. La mort de l'État, pourquoi? Parce que c'est l'OCPT, le principal opérateur, ou l'unique, qui est l'opérateur public, qui va disparaître. Parce que face à la concurrence des multinationales, dites-moi, quelle est la capacité de l'OCPT à résister face à la concurrence des multinationales? D'abord, la loi ne la protège pas, et puis les multinationales viendront piocher les premiers ingénieurs qui sont arrivés dans les entreprises privées ici, qui ont travaillé. Ils n'ont pas été formés par ces multinationales à Washington, en France. On les a trouvés ici, on les a recrutés. Mais regardez, la Poste a travaillé quand vous et moi étions enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le net, avez-vous encore le courage d'aller déposer un courrier? Mais on a donné beaucoup d'argent, des millions de dollars à la Poste avec cette question de la fibre optique. Mais c'est pourquoi, avec Kinky. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions quand même évaluer des millions, oui, des millions de dollars avec des millions de dollars. Mais le régime, c'est un régime prédateur. Ce n'est pas un régime pour relancer les entreprises. Attendez, du point d'atterrage Mwanda, là où Kinky est allé induire le chef de l'État en erreur. Mwanda Kinshasa. Est-ce qu'il y a des opérateurs qui peuvent aujourd'hui mettre leurs produits sur cette bande à fibre optique? Est-ce que des Kinshasa Kasumbalé ça? Cette fibre optique, elle est opérationnelle. Pourquoi ne pas donner aux autres qui seront compétitifs pour faire l'affaire? Donc vous voulez que les autres gèrent les communications de la RDC et voyez un peu, il y a peu... Mais on a donné l'opérateur public, qu'est-ce qu'il en a fait? L'opérateur public, c'est votre gestion qui fait défaut. Regardez, la création par exemple des Congo Câbles. Vous savez qu'à l'époque, Mabunda était ministre du portefeuille. Oui. Vous vous rappelez encore, vous vous souvenez de la création de cette société qui devrait travailler sur la fibre optique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez les résultats produits par cette entreprise? Vous avez cité ici le rapport Mayobo. Vous avez cité ici le rapport, je crois, de notre député là, sur la question. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous avez un problème de gestion. On n'a jamais débattu de ces rapports. Jamais débattu, et tous les projets n'ont jamais produit de résultats. Mais voici les articles qui posent problème. Parce que Okunji Ndjovu a été interpellé hier au Parlement. Les articles qui posent problème. L'article 179. Spécialement en ce qui concerne les contrôles des pouvoirs publics, la sécurité et la souveraineté du pays. La commission que Mayo Mabeke a piloté a supprimé cet article. Mais les services de sécurité, l'armée, la police, la communication des officiels, même le président de la République lui-même. Ça va se passer comment? Un autre article qui pose problème, qui a posé problème, l'article 15. Et j'ajoute à cela l'article 16 aussi,
l'exercice des activités dans les secteurs de télécommunications et de NTIC soumis de la RDC dans ces secteurs connus mondialement comme stratégiques. Donc nous n'avons aucun satellite. Déjà, c'est un problème. Et on va confier la gestion de ces secteurs aux autres. Parce que vous ne voulez pas affecter l'argent. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Les moyens sont là. Vous parlez ici des millions. La Banque mondiale avait même soutenu ces projets. Vous avez parlé, les Chinois étaient venus. Est-ce que cet argent a été doté à l'OCPT pour fonctionner? Un autre article qui pose problème dans cette loi, l'article 19, qui libéralise. Vous êtes d'accord avec moi sur la libéralisation? Parce que vous et moi à l'époque, nous n'avions pas autant de téléphones avant l'arrivée des privés. Mais par rapport à la loi de 2008, l'OCPT devient un opérateur commercial. Hein? Un opérateur commercial. Mais prêt pour la compétition. Regardez l'opérateur commercial. Quand les commerciaux, c'est comme les autres. Quand vous avez Tigo, Orange, tout ça, vous voyez comment une entreprise commerciale fonctionne. Mais une entreprise commerciale, on continue à nommer des comités de gestion. Mais les activités, quel est l'objet social de l'OCPT? Parce que vous parlez d'une entreprise sociale. L'objet social existe dans les textes réglementaires, mais dans la pratique. Autre article qui pose des problèmes. Oui. L'article 82. L'article 82. Supprimé par Jean Baudouin, par la commission qui l'avait piloté. Non, Jean Baudouin, c'est une manière de dire. C'est une façon de dire, tout simplement. Mais c'est cette loi depuis l'état de toutes ses attributions. Je comprends. Nous n'avons pas de capacités financières, nous n'avons pas de capacités techniques, mais vous avez des moyens, dotés à l'OCPT des moyens réels pour qu'il fasse face à la concurrence des multinationales. Quand vous dites doter l'OCPT des moyens pour que l'OCPT soit compétitif, là je ne suis pas d'accord avec vous. On venait de doter des millions d'argent à l'OCPT. Mais l'argent, écoutez, vous dites on n'a pas doté. On peut faire d'abord le bilan. Mais lorsqu'on fait les bilans, ça fait aujourd'hui 10 ans que l'OCPT avait cet l'argent. La fibre optique, attendez, la fibre optique de Mwanda, Kinshasa, Kasumbalesa. En 10 ans, ça nous a rapporté quoi? Parce que l'argent là, c'était une dette contractée par le gouvernement à Exim Bank. On a déjà remboursé combien? On a déjà gagné combien? On a déjà gagné combien? On a déjà remboursé combien? Voilà. C'est la question que nous posons au gouvernement. Il ne faut pas dire ne dotez pas. C'est-à-dire l'argent n'est pas arrivé à destination. C'est le même problème aujourd'hui avec la Sokimo. Savez-vous qu'à l'époque, Kibali Gold Mines est arrivé au Congo et Kibali a débloqué 60 millions de dollars pour l'exploration minière. Et le montant payé à l'entreprise de l'État partenaire, c'était le double. Mais si vous posez la question, paix à son âme, à Willy Bafoua à l'époque, quand je lui posais la question, comment Kibali, avec la moitié de la somme payée à l'État congolais, a découvert un gisement de classe mondiale et devient presque l'opérateur principal, le premier opérateur qui exploite de l'or en Afrique, alors que vous aviez eu le double, mais votre propre bâtiment, il n'y a même pas de climatisation, pas même incapable de répondre. Il dit, l'argent n'est jamais entré dans les comptes de l'entreprise Sokimo. C'est pareil avec l'OCPT. Posez la question, pourquoi Didier Moussete était-il parti? Je confirme ce que vient de dire Serge et Gabi Kouba. En fait, l'OCPT n'a pas touché cet argent. Voilà. L'argent a été géré au niveau du gouvernement avec les partenaires. Aujourd'hui, je salue d'ailleurs la bravoure du ministre Emery Okunji qui à l'époque était député national et c'est lui qui avait interpellé Kinké et la commission qui a l'interpellation qui a donné lieu à la commission Mayobo. À la commission Mayobo. On l'avait exclu de la commission. Justement. On a mis Mayobo aujourd'hui et Zangwele. Justement. On n'en parle plus, ces rapports est là à l'Assemblée. Enterré. Pourquoi? C'est ça la question. Il faut poser la question au président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Pourquoi tant de dossiers, notamment liés à la corruption, au détournement des rapports de la des deniers publics, ne sont pas examinés? Donc là, c'est un problème. Et à l'époque, je me souviens, lors de débats que Emery Okunji avait suscité, aujourd'hui, Emery Okunji est ministre de Pétentique, j'espère que la bravoure avec laquelle il défendait le dossier à l'époque, il continue à le faire actuellement au niveau du gouvernement. Je referme la parenthèse pour dire que par rapport à la fibre optique, c'est des millions de dollars de l'État qui ont été engloutis, partis en fumée. La commission Mayobo l'a démontré. Malfaçon,
surfacturation de plus de 50%, 100% des surfacturations. Avec Kinké Moulumba comme la mauvaise qualité, oui, avec Kinké Moulumba, bien sûr. Mauvaise qualité des câbles. La très mauvaise qualité de câbles. La très mauvaise qualité de câbles et puis la manière dont on a même enterré. Quand Diallo à l'époque nous amenait à Mwanda pour aller. C'était un problème. C'était en fait la première phase du backbone Kinshasa-Mwanda. Et cette phase-là a été corrigée par la suite. Après le départ de Kinké, le gouvernement s'est organisé pour pouvoir améliorer la qualité. Mais ce n'est pas encore 100%. Mais actuellement, la SCTP a réussi à finaliser la deuxième ligne qui aujourd'hui connecte la RDC avec la partie sud et australe de l'Afrique. Donc aujourd'hui, à partir du Mwanda, jusqu'à Kinshasa, en allant par Brazzaville, on peut contourner jusqu'en Zambie, Kasumbalesa, tourner encore via Inga. Justement, donc c'est comme si nous sommes actuellement dans un cercle qui part de Mwanda, passe par Kinshasa, Brazzaville, ça descend en Angola, ça part en Zambie et ça retourne par Kasumbalesa et de Kasumbalesa ça retourne à Mwanda. Donc nous avons aujourd'hui une fibre optique qu'on peut aussi appeler fibre optique, mais simplement. Mais on peut aussi ouvrir les marchés à d'autres qui veulent bien venir. Ouvrir le marché, mais c'est un domaine stratégique que l'État congolais doit continuer. Est-ce que Vodacom aujourd'hui, Vodacom a utilisé cette fibre optique sans... C'est des premières clientes de la fibre optique qui est gérée par la SCTP. Mais Vodacom, tout ça. Voilà. Justement, mais c'est ça en fait la première ligne. Parce que ceux qui sont au Katanga ne connaissent pas ces problèmes. À Lubumbashi, la connexion, elle est de loin mieux que celle que nous avons ici à Kinshasa. Oui, essayez lorsque vous êtes à Lubumbashi, à Kasumbalesa, essayez, vous verrez que la connexion, elle est différente. Merci beaucoup. Simplement parce que la ligne de Kinshasa a été bradée, surfacturée, et puis il y a des gens qui en ont bénéficié, ils s'en sont tirés plein le poche. Et aujourd'hui, le peuple congolais subit. Et ces gens-là sont libres. Ils circulent dans la ville ici. Ils n'ont jamais été sanctionnés. C'est pourquoi ils veulent toujours être là pour faire des choses pareilles. Malheureusement. Bon, est-ce que pour ça, on doit encore dire au PGR ou bien saisir mais le PGR ne vit pas au ciel. Il est avec nous. Il a tous les rapports. Même ces problèmes de Congo Câble. Vous savez qu'à l'époque, nos confrères du potentiel en ont fait un grand dossier. Est-ce que le PGR s'était saisi de ce dossier à l'époque? Il y a une entreprise congolaise, Société congolaise de fibre optique. Ah oui, j'ai appris ça, j'ai vu d'ailleurs. Nos confrères de... On ne sait pas comment ils ont recruté les gens, on ne sait pas comment on a créé cette entreprise. Bon, on a appris un matin qu'il y a Sokof. Il faut encourager les initiatives locales, mais il faut que les initiatives locales aient la capacité pour faire le travail. Donc il ne faut pas créer des sociétés... Une grande entreprise comme une entreprise de fibre optique. On ne sait pas comment on a recruté les gens, comment les gens ont été nommés, un DG, un DGA. Vous savez, quand on veut recruter le policier, c'est la publicité à la télévision. Mais je veux vous donner policiers. Je vais vous donner un cas. Tout à l'heure, Gabi Kou va parler de la SCTP, mais moi je voudrais, parce que la SCTP c'est parmi les sociétés canards boiteux de la République. C'est le cas avec l'ONATRA. C'est voulu que la OCPT soit comme ça, c'est voulu. C'est le cas avec la SONAS, dont l'argent des privés a été bouffé par l'État congolais. Oui. Et aujourd'hui, les privés, la SONAS connaît des difficultés qu'elle connaît. Donc, je dis que tout relève de la volonté. Le processus de privatisation, de transformation des entreprises n'a jamais touché à sa fin. N'a jamais touché à sa fin. On n'entend plus parler aujourd'hui. Le patron du Copirep lui-même est devenu mandataire dans une entreprise publique pendant qu'il était censé recruter les mandataires. Il a passé les tests aussi. Non, pour lui, il a été nommé. Voilà. Proposition, il a été nommé. Voilà. Ça, c'est la RDC. Donc, il se fait passer les ADG au test et puis il avait envie. Oui, lui-même s'était auto-évalué. L'auto-évaluateur lui-même s'est promis. Alors, je disais, pour la SCTP, par exemple,
C'est une question de volonté. Voilà. L'État congolais devrait exprimer cette volonté de pouvoir accompagner les entreprises du portefeuille à finaliser le processus de transformation. Parce que c'est possible. Mais l'État reste l'actionnaire majoritaire. À la SONAS, c'est l'État lui-même. Justement, c'est dans tout. C'est une phase transitoire avant qu'on atteigne la libéralisation, parce que l'État reste encore actionnaire unique. Il faudrait que des privés congolais comme Serge Kabongo peut devenir actionnaire à la Gécamine. Gabi Kouba peut devenir actionnaire à la STP. Eric Chikouma peut devenir actionnaire à la SONAS. C'est possible. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, je disais, c'est une question de volonté purement politique de l'État de pouvoir accompagner sur base d'un plan stratégique ces entreprises. Regardez aujourd'hui la SCTP pour la toute première fois. En 2017, la SCTP a franchi, elle a sorti la tête dans l'eau. C'est-à-dire que le résultat de la société pour la première fois depuis plusieurs années a été positif, même de 0,11. Donc parce que depuis toujours elle a été en deçà, -4, -12, mais pour la toute première fois, il faut que le gouvernement encourage des sociétés. Il y a des efforts qui sont finis, SCTP, SONAS, tout ça. Une minute à vous, à chacun. Vous allez commenter en 1 minute, s'il vous plaît, 60 secondes, pas plus, sur ce balai diplomatique au niveau de l'Élysée qui donne des frictions à Kinshasa. Et vous, Gabi, vous allez intervenir sur le procès Bemba, Herman Cohen, qui appelle la CPI à libérer Jean-Pierre Bemba. Le verdict, c'est pour le 8. D'abord, le balai diplomatique. Oui, le balai diplomatique. Qui donne des frissons à Kinshasa. Donner des frissons, ça ne devrait pas. Ça, c'est de 1, parce que j'ai suivi Macron, Kagame et puis Lorenzo. Ils ont reconnu qu'ils n'ont pas le droit de s'ingérer dans les affaires internes du Congo. Mais c'est des pays qui sont voisins, d'abord voisins de la République démocratique du Congo, ensuite qui font partie des organisations sous-régionales auxquelles la RDC est membre, et puis ils ont, en tant que pays membre, en tant que tel, le droit aussi de conseiller, c'est ce qu'ils ont dit. Alors le gouvernement congolais a rétorqué par le canal de Lambert Mende pour dire que, bon, ils n'ont pas le droit de s'ingérer dans nos affaires privées. Ça c'est vrai, c'est une réalité. Donc, le gouvernement... Mais quand la même SADC avait dit, le gouvernement doit aller jusqu'à tout, ils avaient appuyé que non, la SADC avait appuyé. Là, ils n'avaient pas dit que la SADC c'était... Oui, mais le gouvernement doit s'interroger pourquoi tous revendiquent l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce n'est pas pour rien, parce que ils observent en tant qu'État voisin que la République démocratique du Congo pose certains actes qui tendent à déstabiliser la l'accord de la Saint-Sylvestre ne sera pas appliqué. Mais qu'à cela ne tienne, moi je le dis toujours, ces pays qui sait si c'est des déclarations, par exemple de Kagame ou de Lorenzo, qui sont juste des déclarations de posture, parce que en réalité, ces États sont ils profitent de la situation actuelle de la RDC pour bénéficier des opportunités d'affaires, des opportunités économiques de la RDC. Je prends le cas du Rwanda, je prends le cas de l'Angola, je prends le cas de Congo-Brazzaville. Donc, il faudrait qu'on s'interroge aussi, nous, Congolais, afin de pouvoir prendre à bras le corps nos propres problèmes et pouvoir le résoudre nous-mêmes. Et ça, c'est un message fort à la classe politique congolaise pour pouvoir travailler de sorte que l'accord soit appliqué. Très bien. Que les élections aient lieu le 23 décembre. Le 23 décembre. Dans une lettre, Herman Cohen, ex-sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, lance un plaidoyer libérer Bemba. La RDC a besoin de lui. Tel est son appel à Fatou Bensouda. C'est dans une semaine, hein. Ça sera un jugement, le tout dernier. Il n'y aura plus d'appel. C'est le quitte ou double. Soit la libération, soit on maintient le jugement du livre du premier juge, hein. Oui. Ou soit on réduit, on va peut-être réduire la peine. 3 possibilités. Ah oui, merci beaucoup. Cette lettre de Cohen. Herman Cohen, un ancien diplomate américain à la retraite, 85 ans pratiquement, qui sort de son silence, il sort de sa réserve. L'injustice est vraiment criante dans les dossiers Bemba. Et c'est ce que nous avons toujours dit. C'est parce que Herman Cohen a une voix qui porte. Tout ce qui s'est passé après,
la présence du MLC en République centrafricaine pour sauver le régime de Bozizé à l'époque. Aujourd'hui, les gens ont décrié que c'était, il y avait des crimes, tout ça. Mais c'est que c'est pas maintenant, c'est plus. Ah, vous voyez que la barbarie, ce n'est pas Bemba qui l'a exporté vers les centres. Ce sont les Centrafricains et les autres, les tireurs de ficelles. Mais regardez, même la bataille. Qu'est-ce que les autres, les mercenaires qui étaient derrière Bozizé faisaient autour de la Banque centrale? Est-ce que Bemba, Banque centrale, à Bangui, de la République centrafricaine? Mais tous les procès, je voyais même des témoignages. Oh non, comment est-ce que vous avez vu Bemba? Alors que ce n'était même pas Bemba qui commandait les opérations à Bangui. Oui, il est comment? Il est sombre, il est de courte taille. Est-ce que Bemba a ma taille? Bemba. Mais l'injustice est criante. Le problème est ailleurs. Mais là aussi, parce que Bemba est un adversaire redoutable. Rappelez-vous, en 2007, Idriss Déby, président tchadien, encerclé, avec l'affaire H2O, des Français. Oui. Quelle a été la déclaration de Sarkozy? J'irai chercher les Français partout, quoi qu'ils aient fait. Quoi qu'ils aient fait. Et pourtant, les Français étaient condamnables. Quelle a été la déclaration du gouvernement congolais depuis que Bemba, sénateur en fonction, pour des faits à l'étranger? Quelle a été la position du gouvernement congolais? Merci beaucoup. Donc, Bemba est un adversaire de taille. Gabi Kouba, l'émission est terminée. Voilà. C'était Jeudi Eko, Eric Tchoukouma et Gabi Kouba pour ce plateau 100% économique. C'est la fin du mois de mai. Hein. Demain, c'est le 1er juin. Ça vous rappelle quelque chose? Maître Kenzo Mukendi, un an, jour pour jour. Paix à son âme. La messe demain, Sainte-Anne, à la Gombe. Maître Kenzo, fils trésorier général, adjoint du comité olympique congolais, les COC. Il était également secrétaire général de la Fédération congolaise de taekwondo, vice-président de la Ligue de jeunes du PPRD. Il ne faut pas oublier, n'oublions pas facilement nos frères. 9h30, demain, paix à son âme. Ça passe vite, hein? Ça passe vite. Ça passe vite. En tout cas, paix à son âme, c'était vraiment une âme sportive de la RDC. Lui, il s'occupait, il allait partout. Très bien. Merci partout, beaucoup. Il y avait le sport, judo, karaté, football, basket, tout, il était là. Merci beaucoup. Kenzo Mukendi, allez. J'espère que vous aurez mis sur place. Il ne faut pas oublier. Vous allez aussi m'oublier demain comme ça quand je vais mourir. Allez, 9h30. Ça sera les derniers jours. Daniel Safou Bouchemouni, Fidèle Moussaou.